Bonjour tout le monde, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on dirait que ça explose de partout, mais en ce moment même, en arrière-plan, il y a un changement vraiment important qui est en train de s'opérer. On pourrait appeler ça un recalibrage, une sorte de réajustement majeur qui va pas mal définir l'avenir de l'IA. Alors, on va décortiquer ça ensemble pour voir ce qui se passe vraiment. Alors, pour bien comprendre, on va passer à travers 5 points clés. D'abord, on va parler du fameux moment code rouge qui a un peu tout démarré. Ensuite, on va voir pourquoi on cherche maintenant une IA plus intelligente, pas juste plus grosse. Après ça, on va s'attarder à la montée des agents IA, ces nouveaux travailleurs numériques. On va aussi regarder ce qu'il faut comme carburant pour faire tourner ce moteur-là. Et pour finir, on verra comment tout ça, ça change déjà notre monde. Ok, commençons par le début. Pour vraiment comprendre pourquoi les choses bougent tant que ça, faut d'abord regarder la compétition, la grosse rivalité entre deux joueurs majeurs. C'est vraiment ça le point de départ de toute cette histoire. Alors, d'un côté, on a Google avec son modèle Gemini 3. Il a eu un succès fou, super rapide. Pensez-y, 650 millions d'utilisateurs, c'est énorme. Évidemment, ça a mis une pression incroyable sur son principal compétiteur, OpenAI. Ils se sont retrouvés dans une position où ils devaient réagir et vite pour ne pas se faire laisser derrière. Et leur réponse, ça aurait été de lancer ce qu'on appelle un code rouge à l'interne. C'est pas juste une expression. Imaginez une sonnette d'alarme qui se met à sonner dans toute la compagnie. Ça veut dire, OK, tout le monde, on arrête tout ce qu'on est en train de faire, tous les autres projets, on met ça sur pause. Il y a une seule priorité, une urgence absolue. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des projets qui étaient peut-être en cours, comme développer de la pub ou des agents plus spécialisés, tout ça a été mis de côté. La seule et unique mission, c'était de prendre toutes les équipes, toutes les ressources et de les concentrer sur une seule chose, améliorer leur produit vedette, le modèle GPTQ, pour qu'ils puissent rivaliser. Et cette pression-là, cette course pour rattraper le retard, ça n'a pas juste affecté OpenAI. Ça a carrément changé la mentalité de toute l'industrie. L'idée, ce n'est plus juste de faire des modèles de plus en plus gros. Le terrain de jeu a complètement changé. Avant, la mentalité, c'était plus c'est gros, mieux c'est. On pensait que plus un modèle était énorme, plus il était puissant. Un peu comme une course pour avoir le plus gros moteur. Mais aujourd'hui, le focus est ailleurs. On parle d'efficacité. La question, c'est comment on peut résoudre des problèmes compliqués de manière plus fine, plus intelligente, sans que ça nous coûte une fortune en ordinateur et en électricité. Et au cœur de cette nouvelle approche, il y a un concept qui s'appelle le deep think, ou le raisonnement lent. En gros, l'idée, c'est d'apprendre à l'IA à prendre son temps pour réfléchir. Un peu comme nous quand on fait face à un problème complexe. On ne donne pas la première réponse qui nous vient en tête. On analyse, on pèse le pour et le contre. C'est ça qu'on veut que l'IA fasse, au lieu de juste cracher une réponse rapide, superficielle. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette course à l'efficacité, c'est pas juste l'affaire des grosses compagnies. On voit maintenant des modèles open source, c'est-à-dire que le code est ouvert, accessible à tout le monde, qui sont rendus tellement performants qu'ils font jeu égal avec les gros systèmes payants, surtout pour des tâches comme les maths ou la programmation. C'est une grosse nouvelle. OK, donc avec cette nouvelle efficacité, l'IA est en train de se transformer. Ce n'est plus juste un chatbot, un outil avec qui on peut jaser. Non, ça devient un véritable acteur, quelque chose qui peut faire des choses, qui peut accomplir des tâches. Et c'est là que les agents IA autonomes entrent en scène. La meilleure façon de se les imaginer, c'est comme des employés virtuels. On peut leur donner une description de tâche ou un but à atteindre, puis ils vont être capables par eux-mêmes de planifier et d'exécuter toutes les étapes pour y arriver. Prenons un exemple concret. On pourrait dire à un agent, fais-moi une recherche sur les compétiteurs pour un nouveau produit. L'agent ne va pas juste attendre. Il va commencer par planifier ses actions, il va aller sur le web, trouver des rapports, les analyser. Ensuite, il va exécuter ses tâches. Il va lire, il va compiler les informations, peut-être même écrire un résumé et créer un graphique pour illustrer ses trouvailles. Tout ça du début à la fin sans qu'on ait besoin de le tenir par la main. Bon, c'est bien beau tout ça, ces agents intelligents, mais pour que ça fonctionne, pour que toute cette révolution puisse avoir lieu, ça prend deux choses absolument essentielles. Et laissez-moi vous dire que la compétition pour mettre la main dessus, elle est féroce. D'un côté, il y a le matériel, l'infrastructure physique. On parle de puces électroniques spécialisées, ultra puissantes, et de centres de données qui sont immenses. C'est une vraie course à l'armement technologique. De l'autre côté, il y a le carburant. Le carburant numérique. Ce sont les données de haute qualité, celles qui sont utilisées pour entraîner les modèles et les rendre intelligents. Cette course pour le matériel est devenue tellement intense que ça dépasse les simples compagnies. Maintenant, les pays eux-mêmes s'en mêlent. Ils voient le contrôle de leur propre infrastructure d'IA comme une question de sécurité nationale. C'est ça qu'on appelle la souveraineté de l'IA. Chaque pays veut s'assurer de contrôler sa propre chaîne d'approvisionnement pour ne pas dépendre des autres. En même temps, du côté du carburant, les données, il se passe quelque chose d'important.
Pour éviter des poursuites, mais aussi et surtout pour avoir des informations fiables et de qualité, les grandes entreprises de tech se sont mises à signer des ententes commerciales avec des éditeurs de nouvelles, par exemple. Elles payent pour avoir le droit d'utiliser leur contenu. Les données de qualité, c'est devenu le nouveau pétrole, un atout stratégique hyper important. Maintenant qu'on a vu la technologie, la compétition, les ressources, la grosse question, c'est et puis après? Concrètement, comment est-ce que tout ça vient changer nos vies, nos jobs, nos lois? On peut voir l'impact sur 3 fronts principaux. D'abord, au niveau des lois. On voit que les gouvernements, par exemple en Europe, commencent à ralentir un peu sur les règles strictes pour ne pas nuire à leur compétitivité. Ensuite, au niveau de la création. Avec de nouveaux outils, ça devient plus facile pour n'importe qui de créer des logiciels sans même savoir coder. Et finalement, l'impact sur les emplois professionnels, où l'IA vient transformer des domaines comme le droit ou la médecine. En fait, une des plus grosses opportunités économiques en ce moment, c'est d'utiliser l'IA pour assister des professions qui coûtent cher. Pensez à des compagnies comme Harvey qui utilisent l'IA pour faire le gros du travail de recherche pour des avocats. L'IA peut passer des heures à éplucher des documents, ce qui libère l'avocat pour qu'il puisse se concentrer sur la stratégie, sur ses clients. Ça multiplie sa productivité. Et c'est pas juste dans les bureaux d'avocats. Même dans le monde de la création, ça bouge. Des modèles comme Runway Gen 4.5 sont maintenant capables de créer des vidéos où les personnages restent les mêmes d'une scène à l'autre, où les mouvements ont l'air réels. Ça veut dire que ça devient un outil viable pour des professionnels du design ou de la publicité. Ça ouvre la porte à des choses qu'on pouvait à peine imaginer il y a quelques années. Et tout ça, ça nous ramène à une question assez fondamentale. Si l'IA commence non seulement à répondre à nos questions, mais aussi à raisonner, à réfléchir et à agir par elle-même, comment est-ce qu'on définit le travail de demain? Qu'est-ce que ça va vouloir dire travailler? C'est une grosse question et c'est une réflexion qu'on va tous devoir avoir ensemble.